Bonsoir à tous. Merci d'être présents ici, à la Villa Gilet, dans cette salle où on peut de nouveau avoir la joie de vivre un événement en présentiel. Et puis un salut très amical et très chaleureux à tous ceux qui nous suivent en ligne, à distance, et que nous ne voyons pas, mais nous pensons évidemment à eux. Alors cette rencontre, ce débat vous est proposé en partenariat avec la Villa Gilet et Philosophie Magazine, que je représente en tant que directeur de la rédaction du journal, du mensuel. J'avoue que je suis très heureux que ce partenariat soit réactivé cette année, après l'interruption de l'année Covid. Nous sommes là depuis longtemps, aux côtés de la Villa Gilet, pour ces événements, pour ces assises internationales du roman. Nous avons ici un plateau assez exceptionnel, très intéressant, avec une jeune romancière, Fatima Dias. Alors, pardon, Das, oui, pardon, Fatima Das. Alors, Fatima Das a publié son premier roman à la rentrée littéraire 2020 aux éditions Noir sur Blanc, donc c'est la petite dernière. Un très beau roman, un roman aussi très singulier dans sa forme, puisque chaque chapitre commence par «Je m'appelle Fatima», et ensuite quelque chose de nouveau, une nouvelle facette de l'identité de Fatima est affirmée dans les lignes qui suivent. Alors, je m'appelle Fatima, je suis une adolescente, une asthmatique, une musulmane, je porte le nom d'un personnage exemplaire de l'islam, je suis une polyamoureuse, je suis une pécheresse, et on voit comme ça défiler toutes les facettes de l'identité de ce personnage qui nous parle. Dans le parcours de Fatima, qui est née en 1995 et qui a grandi à Clichy-sous-Bois, ce qu'elle évoque dans le roman, dans son parcours, il y a quelque chose qui a compté et qui est intéressant, ce sont les ateliers littéraires, la transmission par les ateliers littéraires. Elle a participé à des ateliers littéraires organisés par Tanguy Viel. Et puis, Fatima, vous avez fait le master de création littéraire de l'Université Paris 8. Et ça, c'est intéressant de voir que le talent, ça ne s'apprend peut-être pas, mais en tout cas, la pratique de l'écriture se transmet, l'artisanat de l'écriture se transmet. Et donc, on a déjà une très grande maturité d'écriture qui est certainement liée à cet apprentissage. Alors, Thomas Chatterton-Williams, vous êtes journaliste, critique pour la presse américaine, essayiste, vous vivez à Paris. Vous êtes né en 1981, vous avez publié 2 livres traduits en français. D'abord, Une soudaine liberté, qui traite des cultures urbaines, du hip-hop. Et puis, plus récemment, en 2021, est sorti votre autoportrait en noir et blanc, toujours aux éditions Grasset. Vous êtes aussi un polémiste, en tout cas, vous êtes l'auteur, le co-auteur d'une tribune qui a été publiée dans le Harper's, dont j'aurais à reparler, qui a été publiée le 7 juillet 2020, et qui a mis le feu littéralement à la gauche américaine. C'était une tribune pour la liberté d'expression, dirigée contre la cancel culture, dirigée contre un certain nombre de déclarations, de mouvements de la gauche plus radicale, voulant bannir. La cancel culture, c'est le fait d'annuler, c'est le fait de bannir de l'espace public ou de la circulation certaines œuvres. En France, on a connu des débats liés à la cancel culture autour de Blanche-Neige récemment, le baiser de Blanche-Neige, autour de Polanski, autour de Matzneff. On a connu quelques-uns de ces débats. Alors aux États-Unis, ces débats sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus virulents, autour des 10 petits nègres, tiens, en France, dont on a rebaptisé le roman. Et donc voilà, il y avait là un appel qui a été signé par 150 intellectuels, Noam Chomsky, Salman Rushdie et bien d'autres, J.K. Rowling, des gens très différents, contre cette cancel culture et pour une liberté d'expression franchement assumée. Voilà, alors je vais structurer la rencontre avec trois questions, 3 tours de parole. On a 40 minutes, ça passe assez vite. La première question que je voudrais vous adresser à tous les deux, c'est une question sur un point que vous avez en commun. En fait, votre point commun, c'est que vous avez en vous-même des identités qui, dans la société d'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, sont en tension, voire en conflit. Le fait d'être à la fois noir et blanc, ce que vous racontez longuement dans votre autoportrait en noir et blanc, Thomas Chatterton-Williams. Et puis, pour Fatima Das, il y a de multiples identités qui sont évoquées dans le roman, mais il y en a 2 qui sont particulièrement en conflit, c'est l'homosexualité et l'identité musulmane. Et les 2 sont affirmés ensemble, conjointement, dans le roman. Alors, on a envie de se dire, quand on a en soi-même des identités qui sont en conflit dans la société, comment on fait? Est-ce qu'on les vit successivement? Ça veut dire que, par exemple, dans un contexte familial, on va se comporter en musulman, et puis dans un autre contexte, avec des amis, on va se comporter de manière complètement libre et complètement différente, notamment sur le plan de la sexualité, des interdits, de l'alcool.
est-ce qu'on les vit successivement, ces identités, ou alors est-ce qu'on essaye de les porter tout ensemble, c'est-à-dire d'être ces identités contradictoires de plein pied à chaque moment qu'on vit, quitte à provoquer les autres parce qu'on les dérange et parce qu'on est surprenant. Voilà, alors Fatima, comment vous voyez ça? Bonsoir tout le monde, merci pour cette question. Alors moi j'ai écrit un roman pour parler justement de la possibilité de concilier toutes ces identités-là. Je ne crois pas en l'idée qu'on puisse naviguer en fait d'une identité à une autre. Je pense que parfois on est contraint de devoir être à une place qu'on nous assigne, qu'on nous force un peu à être à certaines places. Mais mon roman raconte justement l'histoire d'une jeune fille qui essaye en fait d'allier toutes ces identités-là, pas seulement d'être lesbienne et musulmane, mais aussi d'être une fille, mais pas comme on l'attend, d'être une bonne élève, mais aussi rebelle, d'être française, d'être née en France et d'être aussi d'origine algérienne. L'idée pour moi, c'était vraiment d'essayer de dire c'est possible, en fait, ça existe, et de par mon personnage. Et à aucun moment, en fait, elle décide de renoncer à une identité plutôt qu'à une autre, ou de faire en sorte qu'une identité arrive avant une autre. Et pour moi, c'est vraiment un cri de liberté, ce roman, en fait. C'est un cri de liberté pour dire mon personnage existe, c'est un personnage que j'ai créé à partir du réel, en fait. C'est un personnage qui est vivant, qui existe, et de par son parcours, en fait, de par sa trajectoire, on peut pas lui dire tu n'existes pas et tu dois choisir. Et c'est ça ce roman-là. Et j'aimerais rajouter aussi que moi, ce qui était important, c'était justement de briser toutes ces cases-là, de briser toutes les cases des identités, des catégories qu'on nous assigne. Et je crois que c'est possible, en fait, grâce à la littérature. Je rebondis sur le mot de liberté. Dans l'essai de Thomas Chatterton Williams, j'ai trouvé cette citation de Camus. Le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte. Alors, est-ce que ça vous parle, cette idée de faire de sa propre existence un acte de révolte? En fait, je pense que ce qui pousse ce cri de liberté, c'est bien sûr que ce personnage-là ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire, moi, c'est les sentiments de colère, de révolte, d'amour qui m'ont poussé à écrire ce roman-là. Et c'est en mettant mon personnage dans des situations de difficultés, problématiques dans la société, qui font que j'ai l'impression que ça fait bouger des choses. En tout cas, j'ai l'impression que ce personnage-là fait poser des questions. Très bien. Alors, Thomas, même question. Les identités de noir et de blanc alors, sont en tension très forte actuellement dans la société américaine. Disons qu'en tension sans doute aussi dans la société française, mais ça se module différemment. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard que si vous vivez aujourd'hui à Paris, en France. Mais comment vous organisez cette coexistence d'identités différentes ou séparées en vous-même? Merci. Merci beaucoup à tous. Merci d'être présents ce soir. Et je vous prie de m'excuser pour le fait que je parle en anglais. Cela fait 10 ans que je vis dans ce très beau pays, mais je n'ai pas encore réussi à maîtriser parfaitement la langue et je vous prie de m'excuser pour cela. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier les différentes identités? Vous savez, on n'a jamais l'impression en tant qu'individu qu'on a deux identités en soi. C'est quelque chose dont on se rend compte à un moment donné, à un certain âge. C'est la société qui projette cela sur nous. J'ai eu de la chance, j'ai grandi dans une maison où mon père noir, sociologue de formation et quelqu'un de réaliste, de très stoïque, c'était plutôt sa façon d'être. Et lui me racontait, la race, voilà, c'est pas quelque chose de réel, mais aux États-Unis, tu seras noir parce que c'est comme ça que la société a été construite. Et ma mère blanche, elle était tout à fait d'accord avec cela. Et ainsi, je pense que mon père, ou plutôt mes parents, m'ont préparé pour la société que j'allais trouver par la suite. Je suis née pendant les années 80, mais c'est seulement une fois que j'avais 20 ans qu'on avait le droit de choisir plus de deux races, deux ethnies sur une analyse. Et moi, par exemple, je n'avais pas le droit d'être noir et blanc en même temps jusqu'à une certaine date. Alors, notre sang était le sang des esclaves et
le noir, ça voulait dire esclavage, le blanc, ça voulait dire liberté. Et les choses ont évolué à partir du XXIe siècle. Je trouve aujourd'hui que la société n'est pas organisée de la même manière que lorsque j'étais gamin, mais je pense quand même que ce mythe de la race que j'essaie de pointer du doigt dans mon livre, cela a démarré avec le fait que certaines personnes comme moi sont un mélange. Et cela veut dire, soi-disant, que la plupart des gens sont purs. Et moi, j'ai vraiment besoin de rejeter cette idée. Même si on ne croit pas à cette histoire comme quoi une goutte de sang noir fait que la personne est noire, nous avons tendance à dire que les gens sont vraiment noirs ou vraiment blancs. Et par exemple, nous avons tendance à hocher la tête quand on nous dit que la race n'est pas réelle biologiquement parlant. Donc ce sont toutes des choses, des eaux troubles parmi lesquelles j'essaie de naviguer, et ce sont des choses que nous renvoie la société. Et qui on est, c'est quelque chose qui fait office de négociation permanente. Dans le prologue de votre essai, il y a une très belle scène, la scène où vous citez ce dicton américain que votre père vous a aussi répété, selon lequel il suffit d'une goutte de sang noir pour être noir. En fait, si on a une goutte de sang noir en soi, on sera considéré comme noir dans la société américaine. Vous citez ce dicton, mais vous dites que pour vous, il y a une expérience qui l'a un peu mis par terre, ce dicton, c'est celui de la naissance de votre fille. Et c'est une très belle scène. Est-ce que vous voulez raconter un petit peu en quoi ça remet en question cette espèce de croyance américaine? Oui, avec plaisir. Alors, j'avais une trentaine d'années lorsque j'ai emménagé à Paris, et à un moment donné, à cette époque, je me suis rendu compte que mon épouse française était blonde aux yeux bleus, à peau blanche, tout à fait comme ma mère, qui a exactement les mêmes traits physiques, et ma grand-mère aussi. Et cela a commencé à cheminer dans ma tête que peut-être que mes enfants, si j'avais des enfants, n'allaient pas sortir comme moi je l'imaginais, c'est-à-dire comme étant des enfants noirs. Mais je n'avais pas vraiment... je ne m'étais pas vraiment posé la question à savoir, bon, il y a un mélange, un mix noir et blanc. Moi, à l'époque, c'était simplement une réalité que j'acceptais. Et même quand j'ai discuté avec mon épouse, je lui faisais croire qu'elle allait accoucher d'un enfant noir, que ce serait soit un enfant noir, soit un enfant blanc. Or, c'est à l'hôpital que cette fiction de la race m'a été mis en exergue. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord vu ma fille, elle n'est pas blanche à 100%, mais je me suis rendu compte qu'elle n'est pas noire non plus. Et je me suis rendu compte au final qu'aucune de ces catégories ne correspondait à la réalité qui était là devant moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que ça veut dire qu'on ne peut pas forcément dire la vérité totale sur moi, sur vous ou sur toute personne. Alors, Fatima, c'est vrai que vous vous présentez sous de multiples facettes, enfin votre narratrice se présente sous de multiples facettes dans le livre, mais les plus opposés, enfin l'antagonisme le plus brûlant et le plus dangereux, c'est quand même la question de l'homosexualité en terre d'islam, puisque il y a un interdit religieux en fait autour de l'homosexualité, donc c'est un tabou, mais c'est aussi considéré comme une forme de crime du point de vue de la loi religieuse. Donc comment vous... en fait, c'est un texte très courageux que vous avez fait, c'est un texte qui dynamite complètement cette problématique. Comment vous êtes allé jusque-là, jusqu'à l'écrire? C'est une voix qu'on n'entend jamais, en fait. La voix de cette narratrice, c'est une voix très rare. Mais je me suis rendu compte que c'était très rare à la publication, en fait, avec la réception. J'avais l'impression d'avoir raconté une histoire qu'on n'avait jamais entendue, et qu'en fait, dans l'esprit de tout le monde, ça n'existait pas d'être lesbienne et musulmane. Et donc, j'ai été confrontée à, en fait, pourquoi toi, en tant qu'autrice, pourquoi tu es musulmane alors que tu es lesbienne? Pourquoi tu ne choisis pas d'être juste lesbienne, puisque ta religion, comme vous l'avez dit, est un crime, l'homosexualité est un crime, c'est un péché. Enfin, dans la religion, l'islam, toutes les religions monothéistes, on dit que c'est un péché. Oui, mais plus que ça, il y a une criminalisation en fait, de l'homosexualité en termes musulmans. Oui, dans d'autres pays. Oui. Mais du coup, je parle d'un personnage français en France, une jeune femme française née en France. Et c'est pour ça que je ne parle pas de ça, justement, et j'essaye de parler de ce point de vue-là. Comment j'ai fait pour écrire ce roman? Je pense que moi, j'ai manqué de cette histoire-là. En fait, j'ai grandi avec l'impossibilité de parler de ces sujets-là, l'impossibilité de me reconnaître, de savoir qui j'étais. Et donc, c'est passé par ce personnage qui a été très proche de moi tout au long de l'écriture, en fait. Et donc, j'ai appris avec Fatima Das, j'ai appris avec ce personnage
à savoir aussi comment faire quand il y a conflit, mais comment faire pour dire que c'est pas impossible en fait. Comment faire pour dire que le conflit, c'est pas l'impossibilité, mais c'est difficile parfois, parce que dans la société, on n'est pas à la bonne place, parce qu'on est trop musulmane ou pas assez lesbienne, pas assez libérée, pas assez tout ça. Je pense que c'est venu au fur et à mesure de l'écriture. Je pense que c'est l'écriture qui m'a permis d'aller aussi loin. Vous parlez de courage, moi je n'ai pas du tout l'impression d'être courageuse. J'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose d'urgent. D'urgent pour moi d'abord, mais pour en fait finalement beaucoup de personnes. Mais sans autocensure, et là on va arriver au deuxième thème, sans autocensure, parce qu'on pourrait se dire que, vu que c'est quand même une parole risquée, on se dit qu'en publiant un tel livre, on risque de recevoir des, je sais pas, des menaces, des lettres d'injures, enfin que tout ça peut exister. Est-ce que ça pèse quand on écrit? Est-ce qu'on suspend sa plume en se disant mais non, je ne peux pas écrire ça parce que je vais me faire haïr ou je vais recevoir des messages qui vont en fait tout simplement me heurter? C'est pour nous deux ou c'est pour moi? Plutôt pour... moi, j'ai eu la chance dans l'écriture d'oublier la publication, de me dire ne te censure pas, ne pense pas à comment ça va être lu, comment ça va être reçu, et ça a marché. Mais au bout d'un moment, on y pense, bien sûr, quand on voit comment c'est reçu, quand on commence un peu à s'inquiéter. Parce qu'il y a aussi cette responsabilité, en fait, ce côté porte-parole, d'un coup, devoir prendre position sur tout et rien. Ça, c'est difficile. Mais on n'y pense pas pendant l'écriture. En tout cas, moi, je n'y ai pas pensé, et c'est ça qui m'a sauvée, et qui a permis que j'écrive ce roman-là. Et ensuite, j'ai dû travailler là-dessus. J'ai dû me dire, OK, comment tu fais? Comment faire quand on essaye de t'amener dans tel ou tel endroit que t'as pas envie dans lequel tu n'as pas envie d'aller? Parce que ce n'est pas de ça que tu parles, ce n'est pas à cet endroit que tu en parles. Mais j'ai pas eu peur d'être menacée parce que c'était urgent pour moi, et je me suis dit, en fait, ça va être reçu. En fait, c'est obligé d'être reçu, cette parole-là. Et on ne peut plus se taire, quoi. Je mettais la conversation sur la question de la liberté d'expression et de l'autocensure, parce que c'est vraiment ces notions-là qui sont au cœur de la tribune publiée dans le Harper's, et donc co-rédigée par Thomas. Cette tribune, donc, qui a fait tant de bruit, c'est une tribune, en fait, qui dit la chose suivante. Je vais en citer quelques lignes juste pour que voilà, pour la resituer et que vous vous rendiez compte de ce que ça a pu créer dans le débat américain. La censure, que l'on s'attendait plutôt à voir surgir du côté de la droite radicale, se répand largement aussi dans notre culture. Intolérance à l'égard des opinions divergentes, goût de l'humiliation publique et l'ostracisme, tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante. Nous défendons le principe d'un contre-discours solide et même caustique de toutes parts. Et plus loin, quelles que soient les raisons invoquées, la conséquence en est qu'il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles. Donc, c'est à peu près la même question que ce qu'on évoquait là. Vous dites, Thomas, qu'aujourd'hui, bon nombre de romanciers, essayistes, intellectuels américains ont peur de prendre la parole sur les questions de race, de genre, par crainte des représailles. Absolument. Vous avez une peur qui est tellement omniprésente dans l'industrie de l'édition que ça met fin à certaines universités, certaines institutions culturelles, certains musées qui vraiment vivent dans une situation de peur. Ça ne veut pas dire que les gens vont être blessés physiquement, mais ça veut dire simplement que les gens, ils ont très peur de perdre ce qui leur permet de vivre. Et il y a des termes que je n'aime pas, mais le pouvoir de cette cancel culture, c'est que cela a un impact. C'est-à-dire qu'il suffit d'annuler quelques personnes pour que la censure devienne quelque chose qui commence à prévaloir dans nos sociétés. Et c'est tellement dangereux. Cela veut dire qu'on a interdit même de penser à certaines choses. On nous accuse, par exemple, ou les personnes qui ont signé cette lettre dans Harper's, on nous a critiqué d'être des personnes qui critiquent un problème qui ne les impacte pas. Par exemple, J.K. Rowling, pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Elle est milliardaire, mais
quelqu'un comme J.K. Rowling, si elle faisait quelque chose de très généreuse, et c'est le cas, elle ne s'inquiétait pas du tout pour elle-même, mais elle disait, il y a des personnes qui voient que moi je suis attaquée et je ne mérite pas d'être attaquée, donc je me dois de me défendre. Et il y a vraiment un impact potentiellement très, très dangereux contre laquelle nous voulons lutter. Et moi, je suis tout à fait consciente du fait que oui, très probablement, que parfois je n'ai pas reçu de certains prix et récompenses à cause de choses que j'ai dites, mais malgré tout, je continue, je respecte les opinions que j'ai, je m'exprime par rapport aux opinions que j'ai, et je pense qu'un écrivain doit rester vrai, doit être honnête. Vous ne pouvez pas être écrivain si vous commencez à vous censurer en disant je ne dois pas écrire ceci, je ne dois pas Est-ce qu'il est écrire vrai que dans les cela. maisons d'édition aujourd'hui aux États-Unis, il y a un personnage, un relecteur, qui est un relecteur qui s'assure du politiquement correct de l'ouvrage, enfin qui s'assure qu'un ouvrage, que ce soit un roman ou un essai qui va être publié, ne va pas heurter des sensibilités de genre ou des sensibilités de race? De plus en plus, effectivement, il y a ce qu'on appelle des lecteurs de sensibilité. C'est un euphémisme. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est géré, qui est demandé universellement, mais il y a énormément de maisons d'édition qui ont introduit ce qu'on appelle ces lecteurs quant à la sensibilité. Et même il y a 3-4 semaines, moi, j'ai vendu mon 3e livre suite à une proposition, et il y a eu une conversation énorme et beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude qui tournaient autour de la question: est-ce que tout va bien? Il s'agit de George Floyd, il s'agit du changement de paradigme suite à son décès, tout ce qui est lutte contre le racisme qui s'en est suivi. Il y a eu des discussions au sein de la maison d'édition à savoir est-ce qu'on peut dire cela? Lui, il est noir, donc il a peut-être le droit de le dire. Et donc on rentre dans un genre de calcul où, peu importe, personne ne me demande si ce que je dis est intelligent ou pas. On pose la question: est-ce que mon identité me donne le droit de dire ce que je dis? Aurait été approuvé par le sensitivity reader, par le relecteur de sensibilité. Est-ce que le livre aurait été approuvé? Oui, oui, tout à fait. Je pense vraiment que le livre de Fatima aurait été tout à fait ça aurait été parfait vis-à-vis de ce genre d'objectif qui observe, parce qu'elle est musulmane et elle est aussi lesbienne, et ce sont deux identités qui doivent être protégées et célébrées, et elle est en train de dire que les deux identités doivent pouvoir coexister. J'espère que votre livre est en train d'être traduit en anglais, parce que je pense que vous aurez une très très belle réussite. Mais vous, qu'est-ce que ça vous ferait, l'idée que votre éditeur vous soumette à une sorte de test de moralité, c'est-à-dire qu'on relise le livre en vous disant avant publication, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on parlait d'autocensure, mais de tout ce qu'on empêche aux auteurs de dire dans le monde américain. On peut penser que dans le contexte actuel, un certain nombre des romans de Philip Roth, par exemple, ne pourraient pas paraître. Juste pour répondre du coup à William, il va être traduit en anglais. Merci. Et pour vous répondre, mais du coup, moi, c'est un contexte français, donc je ne subis pas cette censure-là. Avec mon éditrice, c'est un travail de collaboration. À aucun moment, elle m'a dit, mais ça, tu ne le mets pas, ça ne va pas aller, ça ne va pas être reçu. Non. Je ne subis pas ça. Donc, dans un monde où je subirais ça, je ne sais pas comment je le vivrais. Pas très bien, je crois. Néanmoins, il y a une américanisation progressive des mœurs et des mœurs culturelles en France. On sent que ces débats qui n'existaient pas sont apportés, je dirais, peut-être avec 10 ans de retard, enfin quelque chose comme ça, mais on commence à parler de cancel culture ici, on commence à avoir ces débats ici. Et ce que ça produit, c'est exactement la même chose qu'aux États-Unis, c'est une sorte de déchirement fratricide, d'abord à l'intérieur de la gauche. Actuellement, la gauche, depuis la tribune du Harper, ce que vous avez publié, la gauche américaine est extrêmement clivée sur ces questions de race et de genre, extrêmement clivée. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le clivage actuel, parce qu'il menace de se reproduire en France sous peu, s'il n'a pas déjà eu lieu? Oui, oui. Alors, je pense qu'en France et en Europe, en règle générale, on commence à voir aux Pays-Bas, par exemple, en Espagne et dans d'autres pays européens, que effectivement, il y a eu un genre de problème américanisé sur comment traduire la poésie d'Amanda Gorman. Il a été décidé en Espagne et aux Pays-Bas, par exemple,
qu'une femme non noire ne devrait pas être en mesure de traduire cela, comme si la littérature ne pouvait pas transcender ces divisions. Donc je pense que les Européens devraient s'en préoccuper. Les divisions à gauche existent actuellement chez nous fondamentalement parce qu'il y a un genre de segment avec lequel je voudrais m'aligner, un segment qui se définit comme étant libéral, comme étant préoccupé par une maximisation des libertés à tous les niveaux. On doit avoir la liberté d'avoir tort et puis de s'en excuser et puis de changer d'avis. Mais il y a aussi une gauche à gauche des libéraux qui est de plus en plus autoritaire. D'une certaine manière, ces extrêmes commencent à se toucher et on commence à voir un petit peu ces autocensures qui proviennent traditionnellement de la droite. On ne se pose plus la question de savoir si les choses sont vraies ou pas, mais ce sont des choses qui peuvent permettre de sentir qu'on a un certain pouvoir. Cela illustre que de plus en plus, certains veulent se saisir, s'emparer du pouvoir, plutôt que de dire on veut respecter des principes universels qui réunissent les citoyens. Je pense que c'est quelque chose qui se passe partout dans l'Occident. Fatima, on observe des divisions fratricides ou parfois sororicides, je ne sais pas comment on doit le dire, mais on a ce type de division interne à un camp qui devrait faire cause commune, très fortement marqué dans le féminisme en fait aujourd'hui en France. On imagine mal, disons, allez, prenons une image, on imagine mal Elisabeth Badinter et Virginie Despentes prendre un verre ensemble. Et discuter, c'est-à-dire l'universalisme d'un côté et de l'autre côté le féminisme radical. Comment vous vous situez dans ce climat Bah, du coup, alors où je me situe dans ma biographie, il y a écrit que je suis féministe intersectionnelle. Ça fait un peu peur parfois. Oui, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Et oui, et je vais répondre. Donc voilà où je me situe, comme ça c'est très clair. Et donc moi, toujours par rapport à mon roman, ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler d'un personnage qui est une femme, qui est lesbienne, musulmane. Et donc, je pense que c'est assez clair ma position, c'est-à-dire que moi, je suis pour une libération de la parole qui est pour toutes et pour tous. Je suis pour qu'on parle de nos particularités, pour parler de nos trajectoires qui sont multiples. Voilà, moi, mon personnage, je l'ai mis dans toutes les situations possibles, en fait. J'ai essayé de mettre mon personnage, par exemple, dans un contexte scolaire, de voir comment on peut se construire à l'école face aux injonctions déjà très petites. Ensuite, à la maison, avec la famille, le rôle de la mère, le rôle du père. Puis plus globalement, en fait, dans la société. Donc voilà où je me situe. Mais vous avez employé le mot féministe intersectionnel. Est-ce que vous pourriez le définir? Comment vous l'entendez? Alors moi, je l'entends comme subir des discriminations simultanément. Et donc c'est exactement ce que je raconte dans ce roman, c'est-à-dire c'est une jeune femme issue des quartiers populaires de Clichy-sous-Bois, donc en banlieue parisienne, 93, les révoltes urbaines, je ne vais pas refaire l'histoire, et lesbienne, musulmane, d'origine algérienne, française, mais pas que. Donc pour moi, c'était important en fait de parler d'un personnage qui a tout ça à la fois. Et comment elle arrive en fait à faire son chemin en fait avec toutes ses identités, en faisant face à des difficultés, en faisant aussi, en disant en fait, je peux concilier tout ça. Même si on me fait sentir que je ne peux pas, moi je le peux. C'est ça, cette histoire-là, c'est que ça. Alors c'est vrai que c'est un roman, donc c'est pas un essai, et donc voilà. Mais le féminisme intersectionnel disons, par rapport à la cancel culture, il a évidemment une position, une partie de la cancel culture parfois en émane. Donc comment vous vous situez par rapport à cette cancel culture américaine? Est-ce que vous pensez par exemple, et là aussi il y a des gradations très subtiles de la critique de l'appropriation culturelle, qui est une sorte de critique un peu légère, à la demande de censure de certains auteurs ou de retrait des listes d'ouvrages étudiés de certains auteurs. On pourrait par exemple retirer des listes de lecture Voltaire parce qu'il a participé à l'esclavage ou l'a financé. Comment vous situez dans ce débat sur la cancel culture? Je pense que j'y ai répondu en disant que je suis pour la libération de la parole et donc pas pour l'effacement. Je pense que ça ne sera jamais effacé en fait. Je pense qu'on a tous eu à lire à un moment donné ces ouvrages-là dont vous parlez. Et je pense que ça ne s'effacera jamais des mémoires et de l'histoire.
Donc je ne suis pas pour l'effacement, ça existera toujours, mais je suis pour des nouveaux écrits, des nouvelles voix, des nouveaux récits. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, et non seulement c'est clair, mais ça rejoint ce que dit Thomas. Thomas, vous dites qu'il ne faut pas déboulonner des statues, il faut en construire d'autres. Il faut laisser celles qui sont en place, mais qui manquent d'autres statues, de gens dont on n'a pas raconté l'histoire, par exemple de femmes, de noirs, enfin de gens auxquels on n'a pas fait une place dans les livres d'histoire et dans les panthéons littéraires tels qu'ils ont été conçus. Absolument, nous avons besoin de nouveaux récits, on a besoin de plus de récits, vraiment, vraiment fondamentalement, c'est ce en quoi je crois. Et c'est ce qu'on a essayé de défendre dans notre lettre. Je suis convaincue qu'un mauvais discours ne doit pas être battu à travers le fait de déchirer le papier. Et vis-à-vis de toutes ces controverses au niveau des statues, il y a un débat aux États-Unis à savoir si on devrait même avoir des statues et des monuments par rapport aux traders, par rapport à l'État américain. Et je pense que ce genre de statut potentiellement peut-être pourrait être enlevé, mais en dehors de ça, je pense qu'on devrait simplement ériger plus de statuts et on aurait plus de personnes et surtout ne pas essayer à imposer des limites. Le temps passe, je reviens au troisième thème sur lequel je voulais vous interroger l'un et l'autre, qui me vient d'un passage qui était à la fin de l'essai de Thomas, mais qui me permet de vous adresser une question à tous les deux. À la fin de cet essai est mentionnée l'idée suivante. En fait, le concept de race est un concept dont on sait qu'en biologie, il ne vaut rien. C'est-à-dire que le racisme a essayé de s'asseoir sur une forme d'objectivité, de positivisme biologique au 19e, au 20e siècle, dans la première partie du 20e siècle. Et puis, avec les progrès de la génétique à partir de 1945, la découverte de l'ADN, on a découvert que, en fait, la couleur de la peau, c'était juste l'expression d'un caractère phénotypique, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement superficiel, un peu comme la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Donc, on sait maintenant en biologie que c'est une indication incroyablement superficielle sur ce que serait une personne. Ça donne très très peu d'indications sur l'identité d'une personne. Donc, voilà un concept, le concept de race, qui n'a plus d'assises objectives. Par contre, on n'en a jamais autant parlé. Dans les médias, dans le débat politique, dans le débat public. Donc c'est étrange. Et vous dites la chose suivante, que j'ai trouvée stimulante, vous dites, en fait, il faut voir ça un peu comme la croyance aux esprits et aux sorcières. Tout le monde sait que les sorcières et les esprits n'existent pas vraiment, mais quand même, il y a une sorte de croyance qui reste et qui fait que des gens sont persécutés à cause de ça, ou qu'il y a des chasses aux sorcières. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir la question. Et je me suis dit à partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose du genre ou de l'orientation sexuelle? On sait que les tentatives de trouver des gènes de l'homosexualité ou ce genre de choses ont tout échoué. Enfin, on a la même chose, le même défaut d'assises objectives ou biologiques. Et en même temps, est-ce que la question du genre, comme la race, est-ce qu'on n'a pas là des choses comme les esprits ou les sorcières, des croyances en fait un peu toxiques qui sont propagées dans notre société? Fatima, peut-être, est-ce que vous voulez réagir à cette thèse? Est-ce que j'aurais une petite citation de mon roman, moi aussi, sur laquelle on pourrait rebondir? Mais je vais répondre. Mais ça, je peux rebondir là-dessus. Il est toujours plus difficile, dans un débat d'idées, de partir d'un roman quand on ne sait pas si le public l'a lu ou pas. Le raconter, c'est le dévoiler. Et un beau texte littéraire, ça se restitue très peu sur scène. C'est pour ça, c'est vrai que je déplace un peu la question vers le débat d'idées. Parce que en fait, ce roman, il est très riche en idées. Moi, je pense que je vous invite vraiment à lire ce roman pour sa poésie, pour son rythme, pour son style, et pour tout ce qu'il a de littéraire, mais il véhicule aussi beaucoup d'idées. Non? Ouais, bah sans doute, si je l'ai écrit, c'est que je le pense un peu. Non, mais pour y répondre, je pense qu'en fait, il y a des choses qui sont restées, c'est-à-dire que l'homophobie, le racisme existent encore aujourd'hui en France. Pour l'avoir subi, pour les avoir subis successivement, ensemble en fait, pas successivement mais ensemble. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Alors, je voudrais juste rajouter un point. J'aurais tellement aimé que ce soit moi qui ai eu l'idée, mais je citais un très très beau livre qui s'appelle Racecraft,
par Robin et Kerry Fields, racecraft, ce n'est pas tout à fait la même chose que le racisme ou la race, mais ce sont ces tout petits choix, ces habitudes linguistiques auxquelles nous participons tous au quotidien, tous les jours. C'est cela qui reproduit et qui réaffirme ce que ces concepts biologiques tentent de refuter. On dit que racecraft, ça fonctionne dans les sociétés modernes de la même manière que tout ce qui tournait autour des sorcières fonctionnait en Afrique ou aux États-Unis il y a très très longtemps. Scientifiquement parlant, ça n'existe pas, les sorcières n'existent pas, mais vous avez des sociétés où on peut croire que vous êtes une sorcière et on peut vous faire tuer parce qu'on croit que vous êtes une sorcière, et idem si vous êtes noir. Vous pouvez avoir une vie qui est définie par le fait que vous êtes noir, même s'il n'y a aucune raison, aucun fondement réel. Et lorsqu'il s'agit de formuler des comparaisons pour parler du genre, par exemple, et pour s'interroger sur la féminité et le réel, toutes ces comparaisons, on a tenté de les faire, mais c'est un sujet aux États-Unis que l'on ne peut pas aborder. C'est très, très dangereux de faire ce genre de comparaison, et dans la conversation raciale et dans la conversation transgenre. C'est une question vraiment qu'on n'est pas censé poser. Et moi, je peux nommer des philosophes, Rebecca Tuvel, qui ont quasiment été annulés professionnellement pour avoir écrit des choses en comparant certains genres. Elle a parlé de sa transition, par exemple, et elle a comparé sa transition par rapport à la transition d'une autre personne. Je ne sais pas pourquoi, mais ces transitions sont censées rester secrètes. Et je pense que ce sont des choses en société qu'on va continuer d'analyser. Alors, en même temps, c'est vrai que cette comparaison n'est pas faite, mais quand on parle d'intersectionnalité, on parle bien, disons, du recoupement entre une identité de genre et une identité de race, très souvent. C'est-à-dire que la comparaison n'est pas faite, mais dans l'intersectionnalité, il y a bien cette idée qu'il y a parfois cumul des ségrégations ou des stéréotypes ou des violences. Oui, tout à fait. Pardon, je rebondis. Oui. Que dire? Du coup, je pense que, par exemple, mon personnage subit à la fois, a pu subir en même temps une discrimination liée à sa classe sociale, liée à l'endroit où elle grandit, où elle vit, à Clichy-sous-Bois, donc, et en même temps... pas de l'homophobie, mais en tout cas une discrimination liée à son genre, qui n'est pas tout à fait là où elle devrait être, en fait. Donc moi, c'est que ça, le roman. Je ne sais pas si... Enfin, sans doute... Non, il y a autre chose dans le roman, moi, qui m'a intrigué et intéressé, c'est la place de l'asthme. Puisque là, on sort du débat politique ou identitaire, mais il m'a semblé que c'était très intéressant, la place récurrente de l'asthme comme maladie chronique, et quand même très évoquée dans le livre. Et il m'a même semblé, et voilà, je vais vous adresser une question plus en lien avec le travail littéraire, il m'a même semblé que dans l'écriture, il y avait quelque chose de l'ordre d'une écriture d'asthmatique qui cherche l'air. Enfin, c'est-à-dire dans la phrase très courte. Tout à fait. Mais oui, en fait, je me suis surprise à créer ce personnage asthmatique, et en même temps, en fait, mon personnage... influencer mon écriture, en fait. Cette maladie-là influençait directement l'écriture elle-même. C'est un personnage qui n'arrive pas à respirer, qui n'arrive pas à retrouver de l'oxygène, en fait, et c'est lié, en fait, à tout ce qu'on se disait avant, finalement. C'est lié parce qu'elle ne respire pas comme les autres, donc elle va dans cette école d'asthmatique pour apprendre à respirer, pour mieux respirer, pour respirer comme les autres. Donc c'est lié au fait d'être à côté, en dehors du groupe, du collectif, d'être à côté, et même par cette respiration-là. Et le rythme, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture d'être dans cette phrase directe, en fait, pour dire des choses directement, le plus rapidement possible, parce que c'est quelque chose que j'ai tué, et qu'il était important pour moi de le crier. Oui, comme des brèves séquences de souffle, en fait. Alors, aller chercher l'air, est-ce que c'est pas un peu ce que vous cherchez aussi Thomas, en écrivant, c'était le sujet de votre premier livre, Une soudaine liberté. Comment on fait pour aller chercher l'air, l'oxygène, dans une société immobilisée? Oui, je pense qu'il y a maintes et maintes façons d'avoir l'impression qu'on étouffe, qu'on n'arrive pas à respirer. Dans mon premier livre, en français,
une liberté civique. Moi, j'écrivais sur le fait que j'avais l'impression d'étouffer, que je sentais que j'avais besoin de remonter à la surface afin de pouvoir respirer. Et j'étais un homme masculin, noir. Et puis, il y avait la culture de la rue, la culture du hip-hop. Et on avait l'impression qu'il fallait performer pour être authentique au niveau de sa race. Et moi, j'avais l'impression que cela me limitait, cette culture dans laquelle je grandissais. Il était exigé de moi que je fasse partie de cela. Ou d'aboutir la pensée en une phrase. Oui, il faut que je résume mon livre en une phrase. Sur l'air, sur cet oxygène, cette liberté qu'on n'a plus. On n'a plus d'oxygène. Je pense que la phrase du moment, c'est que je ne peux pas respirer. C'est l'appel unifié que nous entendons pour respirer à travers le monde. Heureusement que la littérature est là pour apporter un peu d'air dans un débat politique parfois un peu vicié, un peu asphyxiant, un peu lourd. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir. Alors, le format de la rencontre, étant donné qu'elle est hybride avec des gens qui la suivent à distance, fait qu'elle dure 40 minutes et que les questions sont reportées au moment des signatures. Donc, il va y avoir maintenant une signature avec les auteurs et vous pouvez poser les questions que vous avez en tête à ce moment-là. Voilà.